Parfait, bienvenue donc chers amis à ce pitch solution, ce deuxième de la journée mobilité tourisme. Sommes-nous sur la bonne voie? Point d'interrogation. À l'occasion de ce Monde Nouveau 2023 organisé par le groupe La Dépêche Midi Libre. Je vous présente Sarah Nguyen Kaokion, collaboratrice d'Agence HV qui va co-animer à mes côtés cette séquence. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Hubert. Et donc je vous présente Hubert Galat, journaliste et fondateur d'Agence HV. Donc comment décarboner nos mobilités, qu'elles soient du quotidien ou de loisirs. Pour en parler, du coup, nous avons deux invités sur ce pitch solution. Vincent Dufour, juste à côté de moi, qui est donc président fondateur de Néocéan, un spin-off des laboratoires de robotique de l'Université de Montpellier. Vous fabriquez donc l'Overboat, un bateau équipé de foil. Néocéan, c'est déjà une belle PME technologique avec 15 salariés, près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et une première levée de fonds de 2,5 millions d'euros. Vous avez créé en 2019 Néocéan qui est basé à Sète. Au-delà des chiffres, Vincent Dufour, vous êtes océanographe de formation et biologiste marin. Donc vous êtes ici un petit peu en quelque sorte dans votre élément à Planète Océan. Donc on peut le dire, vous avez eu en plus une vie de rêve à voguer sur toutes les mers du monde pour protéger les récifs coralliens, les lagons, etc. Et Paul Flattery à ma gauche. Bonjour Monsieur Flattery, vous êtes directeur et cofondateur de Load Stations, c'est comme ça qu'on prononce. Oui, c'est ça. Une solution B2B créée il n'y a pas longtemps, en septembre 2022. Alors Load Stations, vous allez nous expliquer, en gros, c'est un logiciel de supervision de bornes de recharge électrique pour que les entreprises gèrent au mieux la recharge des flottes de véhicules, que ce soit que la recharge se fasse en entreprise, sur le réseau public ou au domicile du salarié. C'est tout à fait ça. C'est le concept. Vous co-dirigez cette entreprise aux côtés de Virgile Arène et Stéphane Ogis, vos deux associés qui ont des profils plutôt ingénieurs, et vous qui êtes en charge du management. Load Stations, c'est une solution technologique. Il a fallu 3 ans de R&D pour la mettre au point. Voilà pour la description rapide de vos activités respectives. Messieurs, peut-être une question toute bête. Quel a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit un beau jour, je vais créer Néocéan, je vais créer Load Station? C'est quoi l'élément déclencheur? Pour Néocéan, effectivement, en ayant travaillé dans pas mal d'endroits dans le monde qui étaient des endroits magnifiques avec des fonds, des eaux très claires et beaucoup de poissons au fond, quand j'arrivais en bateau à moteur pour étudier ça, j'avais l'impression d'être un naturaliste qui va étudier par exemple un troupeau de zèbres dans la savane africaine, mais qui arrive en survol en hélicoptère. Donc ça effraie tout le monde et tout le monde part en courant. Et c'est pas du tout aussi inoffensif qu'une Jeep ou autre. C'est un bateau à moteur. Ça fait énormément de bruit dans la mer. La mer est un amplificateur des sons et ça fait fuir. Et on a prouvé récemment que les bateaux à moteur baissaient le taux de reproduction des poissons. Donc directement, ça abaisse le nombre de poissons. Et on l'a prouvé sur les poissons. On pense que c'est vrai aussi sur les invertébrés. Donc les bateaux à moteur, ne serait-ce que par le bruit, ont un impact direct sur la baisse de la faune sous-marine. Premier étage de la fusée. Deuxième étage, c'est qu'évidemment, il y a toute la pollution induite. Et donc ça, c'était pas possible pour moi qui était là pour naturaliser. Enfin, comme naturaliste pour protéger la faune. Et en fait, dans les années 2010, il y a eu les premiers bateaux à foil de l'America's Cup. Et en même temps, il y avait les premières Tesla et autres véhicules électriques, les Segway, etc. etc. Et donc, je me suis dit, tiens, en combinant ces deux technologies, on devrait avoir une solution pour en fait faire des bateaux qui me permettraient de ne plus avoir l'impression d'être en fait en rase-motte, en hélicoptère au-dessus de la faune sauvage. Et effectivement, c'est le cas. C'est le bateau, je pense, qui est le plus écologique, bateau à moteur le plus écologique existant à l'heure actuelle. Et Monsieur Flattery, pareil, la même question, l'élément déclencheur aussi. Donc, parmi mes deux associés, on est deux anciens de Vinci Énergie. On travaillait pour une grande marque de Vinci, où on nous a demandé d'électrifier notre flotte assez rapidement. Puis on a eu pas mal de voitures électriques. On a commencé à avoir une dizaine de véhicules électriques sur le parc. Donc à installer des bornes de recharge pour pouvoir les recharger en entreprise.
Et on s'est rapidement rendu compte qu'on ne pouvait pas installer 10 bornes de recharge sur une entreprise, puisque ça faisait une capacité d'énergie trop importante à amener et des coûts de travaux très élevés. Donc la solution a été de donner des cartes de mobilité aux collaborateurs pour qu'ils puissent se charger partout à l'extérieur sur le réseau public. Ça a un inconvénient important de faire ça, le coût. Sur le réseau public, les recharges sont calculées pour coûter environ la même chose que si on roulait au gasoil. Deuxième inconvénient, quelqu'un qui est en train de charger, il n'est pas en train de faire autre chose, donc en l'occurrence pour une société pas en train de travailler. Donc à ce moment-là, on s'est dit que la seule bonne option était finalement la recharge à domicile, qui permettait de partir tous les matins avec le plein et avec des coûts modérés. Mais à ce moment-là, il n'y avait rien qui existait pour la recharge à domicile. Donc on a appelé l'URSSAF pour leur demander simplement comment est-ce qu'on pouvait rembourser nos collaborateurs et à quel prix. Ils nous ont répondu qu'ils ne savaient pas et qu'on ne leur avait pas posé la question. Donc à partir de là, il y avait deux options. Soit on s'était trompé quelque part, on avait posé une question qui n'avait pas de sens, soit il y avait une place sur le marché, il y avait une place sur le marché. Très bien. Et ben voilà, c'est des réponses très claires et on voit là, comment naissent aussi les bonnes idées. Et donc du coup, on a présenté vos activités respectives. Donc je le rappelle quand même, logiciel de supervision de recharge de bornes électriques pour Load Station et bateaux équipés de foils pour Néocéan. Concrètement, en quoi vos solutions répondent-elles aux nouveaux besoins de mobilité aujourd'hui ? Pour ma part, elle répond aux nouveaux besoins de mobilité aujourd'hui parce que donc il y a la loi LOM en France qui oblige tous les parcs de plus de 50 véhicules électriques. LOM, l'acronyme, Oui. la loi d'orientation des mobilités en fin 2018, je crois. Exactement. Ouais. Elisabeth Borne, déjà. qui oblige tous les parcs de plus de 50 véhicules, qu'ils soient publics ou privés, à passer leur flotte en électrique avec un pourcentage croissant par année. Donc forcément, on a besoin de bornes pour les recharger et on doit pouvoir les opérer. L'autre chose, je l'ai dit, c'est la capacité d'énergie qu'aura une entreprise à délivrer. Impossible avec 100 véhicules électriques, par exemple, à moins d'installer un transformateur ou ce genre de choses-là qui coûtent extrêmement cher. Donc une obligation de recharge à domicile finalement. Vincent ? En fait, pour Néocéan, la mobilité, bon, on est parti d'un bateau de loisirs parce qu'il fallait répondre, évidemment, on est une start-up, il faut tout de suite avoir un marché et du chiffre d'affaires, évidemment. Mais l'idée, c'est qu'on puisse faire le scale-up, ce qu'on est en train de commencer à faire. Je quitte une réunion avec un ingénieur. Là aussi, faire le scale-up, c'est-à-dire. Ah ouais, alors le scale-up, c'est pas les scale-up, hein, c'est pas la cuisine. Hein. C'est le scale-up, c'est-à-dire monter en gamme, en taille de bateau. Et aujourd'hui, on fait des bateaux de petite taille qui font 1 ou 2 personnes maximum, et de faire 2 personnes ou 3 l'année prochaine, et ensuite de plus en plus gros. Et donc, effectivement, ce que je disais, c'est que j'étais à un rendez-vous ce matin avec quelqu'un qui est aussi sur les bateaux et la mobilité. Il m'expliquait par exemple qu'en Norvège, tous les ferries sont déjà soit électriques, soit avec des nouvelles... Il y a de l'hydrogène. Ils ont fait le premier ferry hydrogène aussi en Norvège, etc. Donc je pense qu'en France, on est pas mal en retard sur les mobilités et sur l'eau. C'est dommage parce que je rappelle que la France, c'est quand même la 2e puissance maritime mondiale en termes de surface. Hein. Il y a 11 millions de kilomètres carrés. Alors c'est beaucoup lié au dom-tom, mais c'est aussi des besoins de mobilité dans ces îles éloignées. Et donc plus on aura des systèmes économes en énergie, mieux ça vaudra. Je rappelle juste un chiffre. Un bateau classique pour transporter une famille consomme l'équivalent de 5 voitures automobiles. Je pense que ceux qui ont fait un peu de bateau à moteur, le soir, en rentrant au port, au moment où il faut faire le plein d'essence, ils voient de quoi je parle. Surtout avec de l'essence à 2,50 €. Et peut-être, Paul, il y a aussi un service complémentaire donc, que vous avez créé qui répond à cette question de en quoi vos solutions répondent de nouveaux besoins de mobilité. Vous avez créé des prises connectées, je crois. Enfin, vous pouvez expliquer Oui, tout à fait. ce service complémentaire, quoi. On s'est rendu compte que dans les entreprises qui commençaient à avoir beaucoup de véhicules électriques, poser une borne chez un collaborateur, ça n'avait pas forcément de sens. Déjà parce que ça ne répondait pas forcément aux besoins de mobilité du collaborateur, qui en général fait moins de 100 km par jour. Le deuxième point, c'est le coût de cette installation. Une borne électrique, ça coûte cher. Si on a une entreprise avec un petit peu de turnover, beaucoup de collaborateurs, c'est très compliqué à gérer. Pour cela, on a créé 2 prises connectées qui font de la charge lente en 8 et en 16 ampères, qui vont pouvoir charger soit pour la plus petite 150 km sur 10 heures, 300 km pour la plus grosse, donc ce qui couvre la plupart des besoins de mobilité, à des tarifs allant jusqu'à 10 fois moins cher qu'une borne électrique. Et c'est nomade, par définition. Et du coup, c'est nomade, tout à fait. Ouais.
Question toute bête, messieurs, qui sont vos clients? Alors, nous, nos clients, c'est des bases de location. D'ailleurs, ceux qui veulent essayer notre bateau, je les invite à aller à Carnon, où il y a une base qui s'appelle Foil Sensation, donc qui loue les overboats pour tout le monde. C'est sans permis, et ça permet de naviguer à foil et de se balader du petit travers, on va dire, jusqu'à Maglone. Donc on a des bases sur toute la côte. J'étais hier avec des clients du côté de Cannes et de Nice. On en a aussi à l'étranger. Et après, on a quelques activités au niveau des fédérations, de certains professionnels. Et puis évidemment, des gens qui ont les moyens de se payer un engin très innovant pour se faire plaisir et pour naviguer avec l'overboat. Pour Loadstation, les clients, ce sont des entreprises qui ont des parcs de bornes, des parcs de véhicules électriques, pardon, des concessions aussi automobiles qui vendent des véhicules électriques, donc souvent la solution de recharge qui va avec, et les opérateurs de bornes qui ont des parcs de bornes à opérer. Et messieurs, comment avez-vous déployé du coup vos solutions et où en est le déploiement? Peut-être Vincent, commencez. Alors on a en fait Néocéan est basé à Sète, donc c'est local. Je tiens à dire que c'était un engin made in France, totalement conçu. Sur le parc aquatechnique. Voilà, au parc aquatechnique à l'entrée de Sète. Ça a été conçu, comme vous l'avez dit, initialement à l'université de Montpellier, parce qu'il y a beaucoup de technologies très innovantes dedans, il y a des brevets, etc. Et donc ensuite, le déploiement, il se fait comme beaucoup de startups, il faut prendre son bâton de pèlerin. J'étais à un salon du côté de Cannes hier, je pars à un salon toute la semaine prochaine à La Rochelle, et voilà, c'est sur le terrain et au bord de l'eau, dans les ports, qu'on vend nos solutions. Vous avez déjà vendu et fabriqué combien de... Ah oui. Aujourd'hui, on en a plus de 50 bateaux. D'accord. Et on va doubler, je pense, d'ici la fin de l'année. Et le prix Alors, le prix, ça dépend Le prix catalogue est à 35 000 €, donc c'est vrai que c'est cher. Par contre, il n'y a plus aucun frais après. Donc on amortit par rapport à d'autres engins, je pense au jet ski ou à des petits bateaux assez vite, puisqu'il n'y a pas de frais d'essence. Une recharge électrique, c'est 80 centimes. Et après, évidemment, quand c'est des flottes qui sont achetées par des loueurs, là, évidemment, il y a des prix extrêmement dégressifs en fonction du nombre de bateaux achetés. Ouais. De notre côté, ce sont les grandes entreprises qui se sont intéressées en premier à notre solution, puisque c'est eux qui avaient le plus gros besoin, simplement. Donc on a commencé par des grands comptes, chez qui on a déployé. Maintenant, on a des entreprises de toute taille. Aujourd'hui, on a 350 bornes opérées en entreprise, hors recharge à domicile, sinon ça fait à peu près un millier de bornes. Les cartes de mobilité, on en a un petit millier, et l'objectif pour l'année prochaine, c'est de quadrupler ce volume. C'est-à-dire pour arriver à opérer combien de points de charge environ dans un an? Dans un an, il faudrait qu'on ait entre 1200 et 1500 points de charge en entreprise. Après, à domicile, on aimerait pouvoir monter à 5000. D'accord. Voilà. Et comme on est là sur un forum de la transition environnementale et sociétale régionale, quelles collectivités, par exemple, font appel à votre solution, Monsieur Flattery, sans faire de pub, mais bon, en même temps, c'est la réalité du marché, avec qui vous travaillez. Non, pas de souci. Aujourd'hui, donc, effectivement, les collectivités, elles sont intéressées par notre solution pour deux raisons. Leur parc de bornes à eux, qu'ils déploient sur les infrastructures publiques, et pour leurs besoins de mobilité interne. Je dis, ils ne sont pas épargnés par la loi LOM. Donc, on travaille avec l'agglomération de Nîmes, par exemple, ou avec le CIADEN, le syndicat au doigt d'énergie et du numérique. D'accord. Et Vincent Dufour, il y a des labels obtenus. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels et en quoi c'est important pour pouvoir déployer l'Overboat? Oui, alors on a eu plusieurs labels. Dans l'ordre, je crois qu'on a d'abord eu le label 1000 solutions pour la planète de la fondation de Bertrand Piccard, qui est un célèbre avocat de la cause environnementale. Ensuite, on a eu un label de l'ADEME qui était très intéressant parce que c'était un label sur l'industrialisation. Et on a eu un label aussi Green Tech Innovation du ministère de la Transition écologique. On a le label French Tech, évidemment, parce que c'est une technologie française et locale. Et puis, on a aussi un label de BPI qui s'appelle Deep Tech, qui labellise les entreprises où il y a une vraie compétence technologique et un vrai savoir-faire. Et ça, ces labels, ça permet quoi, en fait? Parce que vous n'avez pas des labels pour avoir des labels, quoi. Non, effectivement. Alors, c'est là où, bon, c'est vrai que dans notre domaine, c'est pas forcément toujours très, très lisible pour certains clients, mais
J'ai pas mentionné qu'on commence à discuter avec des grands comptes, le groupe Accor, Pierre et Vacances, etc. Et là, pour ces grands comptes français, ces labels, ils sont reconnus et ils comptent. Ensuite, le label de Bertrand Piccard est assez connu aussi au niveau international. Paul Flattery, une autre question sur votre regard un peu sur la densité du parc d'infrastructures de recharge électrique. Ça fait des débats souvent. Qu'est-ce qu'il faut déployer en premier, quoi? Est-ce que les voitures, les bornes de recharge, est-ce qu'il y a un besoin encore cruel, un retard en termes d'infrastructure, ou il y a un bon rattrapage? Enfin, comment vous jaugez la situation? On parlait en infrastructure électrique, hein, c'est ça? En fait, finalement, la mobilité électrique, les prévisions et les prédictions qui sont posées par la France sur un objectif de tout électrique à 2035, elle fait évidemment augmenter le nombre de mégawatts à produire, mais pas tant que ça, puisqu'il faudrait qu'on produise 10% d'énergie en plus, d'électricité en plus, pour pouvoir alimenter l'intégralité de la France en mobilité électrique. Finalement, le fait de rouler en électrique, ça représentera que 17% de la consommation électrique totale, ce qui est bien inférieur à l'industrie, par exemple, ou ce genre de domaine-là. Et aussi sur la densité des bornes de recharge. Enfin, on est sur le bon calendrier. Il faut accélérer pour accompagner justement la transition énergétique dans la mobilité, pour qu'on passe encore plus vite, qu'on ait envie de passer à l'électrique, qu'on soit sûr de ne pas tomber en panne d'électricité. Bon, forcément, il y a une densification massive qui a eu lieu les dernières années. Il y a encore du chemin à faire. L'objectif de la France, je le rappelle, c'est de poser 6 millions de points de charge d'ici 2030. Aujourd'hui, on en a posé 100 000. On a un peu de travail encore, mais ça se densifie à grande vitesse. Mais c'est un calendrier raisonnable, réaliste. Vous êtes confiant là-dessus? C'est un calendrier réaliste parce que simplement la France met des moyens à l'intérieur. Donc on a vu des aides, par exemple, les aides à venir qui ont énormément aidé au déploiement. Et la France continuera à mettre les aides qu'il faut pour que ce soit déployé. Peut-être une question qui va parler à certains de nos amis dans la salle sur la transition justement énergétique dans les mobilités, l'électrification donc. Même s'il y a l'hydrogène, l'hybride et tout, mais on peut axer sur l'électrification. Les fameux garages dans les copropriétés et les faire voter en assemblée générale l'installation d'une ou plusieurs bornes de recharge, ce qui peut sembler quelque chose d'extrêmement basique, dit comme ça, parce que je crois qu'un enfant de 7 ans pourrait le comprendre, qu'il faut des bornes pour recharger, mais c'est pas si simple finalement, hein, dès qu'on touche aux copropriétés, aux ordres du jour des AG. Effectivement, c'est pas si simple, ça met du temps. Je l'ai dit, donc il y a les aides à venir que l'État pousse là où on a des besoins. Donc en l'occurrence, les copropriétés, on est en retard dessus. Donc il y a des aides importantes. L'État finance jusqu'à 50% des infrastructures en copropriété. Donc s'il y a une aide très conséquente par rapport à ce qui est aidé à côté. Cependant, les process sont extrêmement longs à partir du moment où on a fait valider quelque chose en AG. Même le temps d'avoir les fonds, c'est assez long. Donc les solutions mettent entre 1 an et demi et 2 ans à être mises en place dans les copropriétés. Entre le moment où la copropriété fait intervenir un acteur de la mobilité et le moment où ils vont pouvoir bénéficier de leurs bornes. Et comment vous comptez suivre l'accélération des besoins avec LoadStation ? Bien, nous, on vend un logiciel, finalement, on a un software, donc on n'a pas d'accroissement forcément de coûts d'infrastructure avec l'augmentation du nombre de clients. Comme on a un système de licences, on a simplement le nombre de licences qui devrait augmenter mécaniquement. Et par rapport à l'horizon 2035, vous en avez parlé pendant notre échange avant cette table ronde, vous parliez de la mobilité qui représentera 17% de la consommation électrique en France, donc ce sera moins que l'industrie. Finalement, est-ce que ça va tant évoluer que ça ? Est-ce que du coup LoadStation va devoir accélérer ou finalement simplement s'aligner ? Non, on va devoir s'aligner et il y aura une accélération mécanique due au nombre de ventes de véhicules électriques vendus. Et vous n'avez pas compté les bateaux électriques, parce qu'on manque cruellement de bornes électriques dans les ports également. Et c'est un frein à la vente de bateaux électriques également, ça. Et ça évolue dans les ports. Enfin, quel est votre regard là-dessus ? Je crois qu'il y a le port de Sète qui s'est équipé tout récemment avec un partenariat avec Enedis. Ouais, il y a quelques partenariats avec des structures françaises, mais il y a les principaux acteurs, ils sont plutôt anglais, ils sont plutôt étrangers.
des acteurs privés qui équipent avec des bornes de recharge type borne de voiture, mais avec des prises différentes, parce que les bateaux, souvent, ont des besoins de batterie plus importants, et comme je le disais, ça consomme plus d'énergie, sauf quand il y a des foils. Et donc, effectivement, non, il y a un besoin criant là-dessus, parce que, pour toutes les raisons que j'expliquais précédemment, et il y a des marques de bateaux électriques qui sont prêtes, mais qui sont bloquées en ce moment dans leur développement par le manque de bandes dans les ports. Donc c'est un peu ce qu'on vit dans l'automobile, mais à plus petite échelle forcément, et avec du retard, du décalage. Question à vous deux, est-ce que vous vous considérez en concurrence avec les acteurs qui sont plus gros ou plutôt en coopétition, donc mot valise entre coopération et compétition? Paul, peut-être? Oui, pas de souci. Non, je me sens pas vraiment en concurrence avec mes concurrents, justement. Au contraire, moi, je suis plutôt content d'avoir des concurrents. Ça veut dire que j'ai un marché déjà. Et surtout, on a tellement de besoins aujourd'hui, il y a tellement de profondeur de marché qu'il faut des opérateurs, il faut des gens qui créent des choses aussi. On voit de plus en plus de technologies sortir à côté de nous et ça pousse l'intégralité du marché à évoluer et à innover. Alors, je dirais que c'est un peu pareil pour le début. C'est bien d'avoir de la concurrence, parce que ça prouve qu'on ne s'est pas trompé dans notre projet initial. Donc, moi aussi, j'en ai. La différence, c'est que nous, on a des concurrents étrangers qui sont assez puissants, qui sont pourtant assez jeunes, mais qui ont des capacités industrielles dans des pays où je pense qu'il y a un soutien à l'industrie qui est plus important qu'en France, malgré les rodomontades qu'on entend par-ci par-là. Je pense qu'il y a un réel soutien industriel dans certains pays qu'on n'a pas en France. Il y a un petit message à passer là, visiblement. Donc allez-y, c'était prévu plus tard, mais allons-y là. Profitons de la fenêtre de tir. Si vous voulez, moi je me suis amusé à regarder les licornes. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une licorne, c'est un animal avec un truc, mais c'est aussi une start-up qui est valorisée plus d'1 milliard. Sur les 29 start-up en France qui sont des licornes, il n'y en a que 2 qui sont industrielles. Enfin, il y en a une troisième hier avec Victor qui a levé 2 milliards pour faire des batteries électriques. Mais bon, ça, c'est l'industrie lourde qui était déjà prévue depuis longue date. Mais donc, voilà. En fait, ça raconte quoi, ça? Ça raconte que, en fait, les investisseurs, les VC, comme on appelle, les venture capital, pour les startups, vont investir. Et tant mieux pour toi, beaucoup plus dans le software que dans l'industrie lourde, parce que c'est du risque, parce que c'est de l'asset, c'est-à-dire du capital mobilisé, etc. Et c'est vrai que quand on arrive sur des pitchs, comme on dit, c'est-à-dire pour présenter nos solutions à des investisseurs avec d'autres projets comparables, qui sont plus dans les softwares, les taux de réussite des projets dans les softwares sont beaucoup plus élevés que dans l'industrie. Et moi, j'ai des homologues qui sont pas que dans le bateau ou dans des choses comme ça, mais dans ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire on construit des objets, des choses comme ça, et on rame, c'est le cas de le dire, beaucoup en France pour trouver. Et moi, mon concurrent, il fait un bateau qui est moins avancé technologiquement que le mien, et c'est un Norvégien qui me l'a dit tout à l'heure, et le concurrent, il est suédois, donc j'ai tendance à le croire. Il a levé 90 millions d'euros. Et nous, on en a péniblement levé 2 ou 3. Que peut-on imaginer dans 3 à 5 ans pour Néo-Océan et Loadstation, et comment on peut dupliquer aussi votre solution? Alors, nous, ça va être le fameux scale up, c'est-à-dire la montée en taille, puisque les marchés sont plus importants sur des bateaux plus gros, et puis l'internationalisation. Donc c'est vraiment la solution, c'est d'internationaliser nos ventes, et ce qu'on a déjà fait, hein, mais il faut vraiment amplifier le mouvement et faire des bateaux de plus en plus grands. Et puis vous avez aussi un secteur à capter, peut-être un attrait de la part du secteur militaire. Ah oui. Alors effectivement, ça c'était pas... Parce qu'on ne le voit pas venir, ça, le secteur militaire, mais c'est vrai que vous m'en avez parlé, c'était surprenant. Peut-être faire un petit aparté là-dessus, c'est intéressant. Oui, ça c'est c'est un peu aussi comment dire, ce qu'on s'attend pas quand on fait une start-up. Parfois, on est sur un marché, puis d'un coup, on est appelé par un autre marché. Électrique, foil, on pense plutôt à tourisme, plaisir, glisse, plaisir. Mais alors voilà. Voilà, parce qu'en fait, c'est vraiment conçu au départ comme un drone. Donc là, déjà, on comprend un peu mieux le lien. En fait, c'est un engin qui peut voler tout seul à la surface de l'eau, sans faire de bruit, sans faire de vagues et sans faire de signature thermique. Donc, il est vrai que depuis 18 mois et la guerre en Ukraine, on a été contacté par les forces navales françaises qui s'intéressent beaucoup aux engins de surface qui peuvent comme ça
intervenir sans présence humaine, donc a priori moins de risques, j'en sais rien, et qui s'intéresse donc à ce type d'engin et donc qui nous incite à participer. Là, on va participer à un drone athlon et on a été contacté par des entreprises du secteur militaire pour notre solution, pour après équiper notre solution et utiliser dans le cadre de ces exercices militaires. Paul Flattery, vous, c'est duplicable, évidemment, pas à l'infini, mais enfin, l'horizon est vaste, quoi. Pas à l'infini, mais l'horizon est vaste, c'est ça. Donc, pour l'instant, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de licences en France, effectivement. Et après, il y a le reste de l'Europe qui a également des besoins en mobilité électrique. Donc, on a commencé à répondre à des marchés chez nos voisins européens. Paul, Vincent, donc quel est votre impact, votre contribution pour le monde de demain? On en a déjà quand même beaucoup parlé, mais en résumé, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les points clés à retenir pour chacun? Peut-être Vincent? Écoutez, le fait qu'un bateau, non seulement ça pollue en émettant à peu près 4 fois plus de CO2 qu'une voiture, mais ça fait du bruit. Et comme je le disais tout à l'heure, rien que le bruit sous la mer, ça abaisse le nombre de poissons par l'abaissement de la fécondité des femelles. Et donc, un bateau qui fait pas de bruit et pas de pollution, il y a un double effet intéressant. Donc, c'est vraiment un avantage très important pour l'environnement. Et donc, mon vœu, c'est de pouvoir... il y a 25 millions de bateaux produits annuellement et vendus dans le monde, sur toutes les côtes. Et toutes les côtes, c'est les zones où les poissons se reproduisent, c'est les nurseries, etc. Donc, c'est l'endroit le plus sensible. Et donc, voilà, mon vœu, c'est de pouvoir rendre à la mer le silence qui lui convient. Paul? Chez Loadstation, notre vocation, c'est de rendre la mobilité électrique accessible à tous. C'est en ça qu'on va pouvoir y contribuer. Puis aussi, il y a vous me disiez quand même, Monsieur Flattery, il y a une prise de conscience collective sur l'écologie, les transports. Il y a des marchés émergents que vous voyez, qui n'existaient pas il y a ne serait-ce que 2 ans ou 3 ans. Donc il y a un horizon économique qui bouge très vite, quoi, hein. Vous m'en parliez, détaillez peut-être un peu ça. Bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, la prise de conscience générale sur l'écologie et l'accompagnement qu'on a aujourd'hui du gouvernement qui pousse dans ce sens-là crée énormément de nouveaux marchés. On en est un très bon exemple avec Loadstation. Notre métier, il n'existait pas il y a 5-6 ans. Donc il y a de plus en plus de niches ou de marchés qui vont sortir dessus. Il y a de la place pour innover dedans. Stockage d'énergie, etc. Du stockage d'énergie, ouais. C'était un grand sujet à un moment donné. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces batteries de véhicules électriques? Il y a des startups qui ont commencé à imaginer des systèmes pour les stocker de l'énergie dans les maisons, par exemple, pour des batteries à prix réduit qui ne coûtent très cher. Donc, il y a plein de choses à faire, plein de choses à innover. Et dans l'entreprise merci. Et dans l'entreprise de demain, je me permets... Vincent, on peut aussi entreprendre en étant senior. Alors vous avez déjà... non, parce que vous êtes pas si âgé, vous avez je crois 58, 59. Non, j'ai 60. Je savais, mais je vous rajeunissais. Mais 60 ans, mais vous avez déjà créé une entreprise, ceci dit, il y a 25 ans, je crois, donc c'est pas votre première, mais enfin bon, on peut entreprendre à créer une boîte. Je crois que c'est un message aussi, parce qu'on parle beaucoup des jeunes start-upers, mais on peut créer une boîte à passer 50 ans. C'est important, je pense, dans le monde de demain. En fait, la moyenne des créateurs d'entreprises n'est pas si jeune que ça, hein, c'est autour de 40. Donc, comme c'est une moyenne, forcément, et qu'il y a des jeunes, ils sont visibles, et tant mieux, hein, je trouve ça génial. Hein. Il y a quand même des gens un peu moins jeunes. On compense peut-être un peu l'énergie par l'expérience et voilà. Il y a d'autres valeurs ou d'autres, les réseaux aussi, des tas de choses qui permettent aussi de compenser. Parce qu'évidemment, on n'a plus 20 ans. Voilà, c'est une réalité. Et vous parliez des réseaux et on va conclure là-dessus, c'est parfait. Qu'est-ce que l'écosystème, le territoire au sens large vous apporte en termes de soutien, que ce soit R&D, perspective commerciale, financement? On va finir là-dessus, messieurs. Nous, on a eu la chance d'avoir le Grand Prix de l'innovation de la région Occitanie il y a 3 ans. Alors, comme on n'a pas beaucoup de clients en Occitanie, ça ne nous a pas aidé à vendre, mais par contre, ça m'a aidé à trouver des grandes entreprises de la région, par exemple de Toulouse, j'avais pas tellement de réseau, et du coup, on a travaillé avec des sous-traitants de l'industrie automobile grâce à ce prix. Donc, c'est très concret comme intérêt. Moi, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Déjà, on est intégré au Big Innov Up avec mon entreprise, donc qui est une pépinière d'entreprise de la CCI à Nîmes. Donc, on a forcément eu un accompagnement important. Ils nous ont aussi permis de nous aider dans les démarches au début et de bénéficier d'une bourse French Tech. Et la BPI nous a aussi accompagnés. Et aujourd'hui, on est en finalisation d'une levée de fonds qui fera 1 million d'euros
grâce aussi à l'apport de la banque qui est venue compléter. Une levée de fonds qui est prévue pour Pour la fin du mois. Fin du mois, d'accord. Voilà, qui va ravir mes confrères de la presse économique présents dans la salle, qui va vous permettre de financer la suite du développement, évidemment. Vous allez me dire, c'est basique, mais... Non, bien sûr, il y a tout le matériel de prise qu'on a sorti sur lequel on a fait des versions 1 qui fonctionnent très bien aujourd'hui, mais on a des premières améliorations avec des demandes clients très spécifiques. Donc on va sortir la V2 de ces objets-là. L'autre chose, c'est évidemment l'accélération commerciale de notre start-up. D'accord. Paul Flattery, Vincent Dufour. On peut les applaudir. Je crois qu'on est bon sur le timing. 16h, ça va, 16h01. Sarah, on vous invite quand même à rester avec nous pour le dialogue pour demain. Mobilité, sommes-nous sur la bonne voie? C'est dans cet auditorium du coup. C'est une séquence animée par Olivier Biscay, qui est donc directeur de la rédaction de Midi Libre. Et on se retrouve pour notre part à 18h, ici même toujours dans l'auditorium, pour le 3e pitch solution de la journée sur le thème « Les entreprises montpelliéraines engagées ». Merci beaucoup, merci messieurs, merci Sarah, merci à toutes et à tous. Celles et ceux qui veulent sortir de la salle, ça sera à ma gauche, c'est ça, via cette porte, par cette porte. Merci beaucoup encore.